Bonjour à toutes et merci de votre fidélité à Rivista qui sera le dernier rendez-vous avant l'été puisqu'élection législative oblige. Nous ne diffuserons pas à l'avant-veille des premiers et seconds tours. Alors pour cette dernière, m'accompagne les fidèles de toujours, Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir. Bonjour à Patrick. Guillaume Padovin de Corse Matin, buonasera à Ino. Et Jérôme Parle de Parole de Corse, salut à boy. Alors, pour débuter vos commentaires, nous commencerons par la visite d'un Basque, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du Lehendakari, président de la communauté autonome d'Euskadi, Inigo Urkulu, qui était dans l'île 2 jours durant. Alors, il a rencontré les responsables de la majorité territoriale, visité le site de Vignol avant de se rendre au centre immersif de langue corse à Saravadio. On écoute Inigo Urkulu. Nous sommes, donc, une région qui est autonome. Nous avons notre langue qui est propre, notre identité qui est propre. Nous avons des droits également qui nous sont spécifiques. Et nous cherchons à pouvoir développer notre souveraineté par rapport à l'État espagnol. C'est quelque chose qui remonte à des siècles, le fait que nous ayons cette autonomie, et nous espérons pouvoir continuer à l'améliorer pour le bien-être du peuple basque. Alors Patrick, le Pays Basque Sud, c'est 2 millions d'habitants, 650 000 de plus si on ajoute la province de Navarre. C'est une économie solide, des institutions qui fonctionnent et un statut d'autonomie dont rêveraient les autonomistes de Corse. Oui, vous avez tout résumé. Hein. Le Pays Basque, c'est un géant et nous sommes des nains en Corse comparés. Alors, la visite, c'est très bien en Corse. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent, eux, prendre de la Corse. C'est plutôt à nous d'aller au Pays Basque, voir comment ça fonctionne. Ils y sont allés, je crois. Oui, on est allé plusieurs fois. Je ne pense pas qu'on puisse comparer la situation de la Corse et la situation du Pays Basque. Déjà, le poids économique, vous l'avez dit, le poids de l'histoire. Il a rappelé que l'autonomie ne date pas d'hier en Espagne. 1975. Hein. 1975, la mort de Franco. La mort de Franco, donc la chute du franquisme. Non, je pense que il faut toujours s'inspirer des modèles, qu'ils soient basques, qu'ils soient catalans, mais il faut surtout ici se mettre au travail avec des groupes de travail, parce que pour l'instant, il y a des discussions qui sont censées débuter début juillet et notre page est toujours blanche. Alors il faudrait mettre un peu quelque chose, il faudrait mettre du contenu avant de penser au contenant. Un accord de coopération entre la Corse et la communauté autonome d'Euskadi a été signé l'an dernier, je crois, hein, concernant en particulier le tourisme et l'éducation. Est-ce qu'on en a vu les effets, Jérôme? Pas vraiment, mais là on est dans la paradiplomatie. Moi j'ai l'impression qu'on s'amuse à être président de la République, à recevoir des autorités nationales. Les échanges, c'est toujours pas mauvais. Non, mais c'est un peu provocateur ce que je dis. Mais voilà, on se donne un peu l'illusion d'un État. Voilà, c'est ça, c'est un peu provocateur, mais c'est vrai que les discussions sont enrichissantes, de rencontrer des gens qui ont un modèle vers lequel on veut aller, ça a du sens. Et puis il y a toujours des choses à apprendre et à picorer. Il y en a peut-être même pas assez d'ailleurs, en particulier sur regarder les modèles. Mais quand on regarde ça un peu de l'extérieur et qu'on voit les images, on a l'impression qu'on a un président de la République qui reçoit un autre président. On fait un peu, je vais être un peu provocateur, mais on fait un peu joujou à être indépendant, quoi, alors qu'on ne l'est pas. Tout simplement parce que Darmanin a toujours dit on va se voir bientôt, mais voilà. Et je reviens à ce que tu disais qui était important, c'est il faut bosser, quoi, maintenant. Alors c'est une bonne chose évidemment de développer les contacts. Et qu'est-ce que la Corse elle peut offrir dans ce type d'échange? Ça, c'est la question. Hein. Pas grand-chose, puisque c'est l'exemple, c'est le Pays Basque. Comme vous disiez, et comme chacun disait ici, ce qui serait logique, c'est que justement la Corse aille voir ce qui se passe au Pays Basque. Et là, comme on le résumait, ils discutent, mais enfin, le Pays Basque, c'est 5% de la richesse de l'Espagne. Enfin, ça pèse, c'est un poids économique qui est, notamment au niveau industriel, qui est important. Voilà, c'est aucune comparaison possible avec la Corse. Et là, ce qui est lassant politiquement, c'est qu'on communique toujours sur les mêmes effets et sur les mêmes événements sans lendemain, finalement, puisque, encore une fois, les discussions, le vif du sujet, c'est le mois de juillet, et on n'a encore rien fait, on n'a parlé de rien. Alors, il y a un domaine quand même qui pourrait nous inspirer, c'est celui de la langue. Hein. Les Basques ont largement démontré la politique qu'il fallait faire pour sauver dans un premier angle et ensuite la développer. Mais ça fait longtemps. Mais là, c'est un modèle pour le coup. C'est un modèle, mais c'est un modèle. Ça fait longtemps que les Basques se sont retroussés les manches et qu'ils n'attendent rien de l'État espagnol.
notamment avec les écoles, avec leurs écoles leur langue bilingues. est officielle quand même. Leur langue est tout à fait, leur langue, c'est vrai, leur langue est officielle, mais leurs écoles, on le sait, ils les ont montées Avant qu'elles soient officielles. Ouais. Ils les ont montées pierre après pierre. Eux-mêmes, voilà. Donc, ça fait bien longtemps qu'ils n'attendent rien de l'État espagnol, même si la langue a été officialisée. Et effectivement, je pense que nous devrions être des bêtes curieuses pour eux par rapport justement à leur avancée. Au départ, la démarche associative pour créer les écoles. Absolument, ça a été. C'est pas institutionnel. C'est absolument pas institutionnel, et on voit aujourd'hui que leur langue se porte bien mieux que la nôtre. Mais pour rebondir à ce que tu dis, le fait qu'une personnalité comme ça vienne aussi à l'Assemblée, alors on peut recevoir des gens et on n'est pas obligé de leur donner quelque chose quand on les reçoit. Bien sûr. On les reçoit surtout pour recevoir, là, pour le coup. Et le fait, oui, mais alors, au-delà de la petite provocation que j'ai fait en amont, Ouais. le fait qu'ils viennent, ça peut aussi montrer que l'autonomie encore, c'est pas forcément quelque chose d'irréalisable et qu'il y a une petite reconnaissance à un moment donné sur la possibilité. L'autonomie qu'on pourrait avoir n'a rien à voir sur la avec possibilité d'avoir l'autonomie. mais en même temps, Sinon, le mec, il se déplace pas, quoi. Mais c'est vrai. Et puis c'est vrai que le Pays Basque, c'est un modèle. C'est un modèle. C'est comme les Catalans. C'est forcément un modèle. Et il y a à prendre évidemment du Pays Basque. Notamment, on en parle à l'instant sur la langue. On est loin. L'autonomie que l'on vise est très loin du modèle basque. Hein. Il y a une histoire. Très loin du modèle basque parce que déjà l'Espagne et la France n'ont rien à voir. Il y a une histoire. Rien à voir Il y a un politiquement. environnement, Voilà. bien sûr. On pourrait y accéder, mais dans 10, 20 ans, 30 ans. Je reste sur les relations extérieures. Il y a on a entendu parler beaucoup de projets de coopération avec les voisins, avec la Sardaigne, avec la Toscane, dans le cadre européen d'ailleurs. Mais finalement, y compris sur les liaisons maritimes, cette espèce de continuité territoriale qui devait être mise en place. Avec l'Italie, le métro aérien. Et visiblement, il y a toujours rien. Alors il y aurait une session du Parlement européen qui devrait peut-être entériner ce type de coopération entre les îles. Ce sera... c'est le 6 et 7 juin, donc c'est la semaine prochaine, à l'initiative d'un député réunionnais, me semble-t-il, qui a fait un dossier sur l'inscription du fait insulaire dans les traités européens, sauf que... Mes souvenirs de vieux journalistes me rappellent que Jean Bagioni, à son époque, ça s'appelait IMEDOC, il y avait déjà cette exception insulaire. On en parlait beaucoup à l'époque. On promettait monts et merveilles grâce à la reconnaissance du fait insulaire. Et finalement, en ce domaine, ce sont les États qui décident et non pas l'Europe. C'est un vote au Parlement européen, c'est une première quand même. Et ça concernerait les îles européennes. C'est le Parlement européen et on est davantage dans le lobbying là. C'est le fonctionnement mais si on d'Europe. prend par exemple sur le maritime, sans vouloir dire de bêtises, sur le dernier plan qui a été voté, il n'y a pas d'ouverture sur l'Italie. Et on n'est pas obligé d'attendre l'Europe pour dire maintenant on va tous être ensemble, ça va être merveilleux. C'est aussi des initiatives qui peuvent être locales. Si demain, parce qu'on parle de la Toscane, on parle de la Sardaigne, on peut toujours pas y aller, quoi. Donc à un moment donné, on risque pas d'avancer, quoi. Le maritime, non mais l'avion, comment tu vas à Rome aujourd'hui? C'est une chose, et il y a des liaisons maritimes quotidiennes grâce à la Corsica Ferries. Mais non, le projet, c'était un métro aérien, des lignes quasi quotidiennes, notamment avec le hub de Pise. Mais sauf ça n'a pas marché, mais ça n'a pas marché à cause des institutions, ça n'a pas marché peut-être parce que le marché n'y est pas. Sans doute. Donc c'est pas forcément à cause des institutions, ça peut aussi être une problématique économique. Quand on voit qu'il y a un vol par semaine pour Lyon, je pense qu'un aller à Rome. Un vol par semaine pour Rome, je ne suis pas certain qu'il ne marche pas. Il y en a eu un qui n'a pas marché. Il a été question à un moment au niveau européen de développer le concept d'euro-région. Alors les Alsaciens en particulier étaient très intéressés, puisqu'il y avait la proximité des régions allemandes autour pour des raisons économiques. Les Basques étaient intéressés pour des raisons politiques aussi. La Corse, elle ne semble pas l'envisager. Pourtant, la Sardaigne est à 11 km. Non, elle est à 5 heures d'Ajaccio. Je crois. Non, mais vous allez en barque. Mais je pense que c'est des raisons culturelles. Effectivement, on devrait se tourner très naturellement vers l'Italie et vers la Sardaigne, mais on ne le fait pas. J'avais fait une émission il y a 2 ans à Bonifacio sur les relations avec la Sardaigne. Il y a des Bonifaciens qui ne sont jamais allés en Sardaigne. Parce que là, vous êtes sur un marché économique de 2 millions d'habitants. Non, mais ça ne peut passer que par les transports. Donc des initiatives ou une compagnie aérienne ou une compagnie maritime. C'est pas l'Europe qui va décider ça à Bruxelles. Il n'y a rien d'étonnant. La France s'était échinée
à couper le lien naturel que nous avions avec oui, mais les institutions l'Italie. corses pourraient, elles, développer ce genre de coopération. Mais c'est Toussaint Louchian voulait faire un pont entre les deux. la liste des choses qu'il y aurait à faire sans attendre l'État est Mais je ne sais très, pas si, très longue. Je ne sais pas si ce type de relation se décrète forcément. Je ne sais pas. Il y a les Sardes, en revanche, qui viennent faire du commerce qui sont très de demandeurs. l'autre côté, qui sont très demandeurs. Ils produisent aussi. Ils produisent, ouais. Ouais. Allez, on passe au deuxième sujet de la semaine avec ce rassemblement samedi dernier à Leiria pour protester contre ce fameux projet d'enfouissement des déchets sur le site de Dioncagne, au bord de Tavignane. Refus de la préfecture dans un premier temps, puis annulation de ce refus par le TA de Bastia. Nouveau recours des associations et depuis, plus rien. Mais les travaux, visiblement, ont commencé. Les participants dénoncent d'autres menaces. Écoutez Léo Battesti. Cette mafia, elle se réjouit certainement de projets cyniques comme celui-ci. Et je veux interpeller ici tous les politiques, en particulier d'Aller. Alors, l'extrait est court, mais il y a quand même une question. Il y a la problématique environnementale, bien évidemment. L'enfouissement d'ordures à côté d'un fleuve. Et puis, visiblement, des intérêts occultes, si l'on en croit les associations. Les associations et également, je lui fais un peu de publicité, le journaliste du Monde Jacques Folloroux dans son dernier ouvrage Mafia Corse, une île sous influence, où il parle effectivement d'intérêts mafieux dans le marché des déchets, qui serait un marché apparemment juteux, notamment l'enfouissement. Bon, reste à trouver des preuves et il y a dénoncé des coupables. Pour l'instant, il y a une sorte de déni, mais de tout le monde. De déni de l'État, même de déni des collectivités, de la collectivité aussi. Où on nous dit... L'Assemblée de Corse s'est prononcée contre, le Conseil exécutif est contre, la préfecture est contre, et visiblement le projet continue. Vous qui êtes du coin, Jérôme. Oui, il continue, mais il y a une forte opposition, donc jusqu'où... Enfin, apparemment, les travaux ont commencé. Si après il y a des décisions qui ont été prises et des autorisations qui ont été faites, ça c'est le côté juridique. Maintenant l'opposition elle est très très forte, mais elle est forte dans la région où je suis évidemment, mais dès qu'on va vouloir aller dans un village et dire on enfouit, il y aura une opposition forte. C'est mécanique. Donc il y a le problème local qui est un vrai problème. Maintenant c'est le problème, la surcouche, c'est qu'on n'a toujours pas de politique globale des déchets, qu'on est en train de dire il faut enfouir. Dans 2 siècles, moi je ne sais pas ce que deviendront tous ces déchets, où qu'ils soient. C'est millions de tonnes. Donc parce c'est ça le vrai sujet. Mafia ou pas mafia, ces projets privés comme celui de Dioncagne ne prospèrent qu'en l'absence de solutions publiques. Bien sûr. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas justement sous-jacent ce problème mafieux qui empêche le développement d'une politique publique que personne ne veut évoquer d'ailleurs. Mais est-ce que l'un ne bloque pas l'autre ? En tout cas, on se pose légitimement la question, puisque on a tout en main pour pouvoir, et puis là pour le coup la compétence relève de la CDC. On a tout en main pour pouvoir commencer à faire, et surtout sur un dossier extrêmement sensible, extrêmement important, lorsque l'on sait que on est menacé d'envoyer les déchets sur le continent, ce qui serait un comble, on l'a déjà fait. Rien avance. Donc on sait qu'aujourd'hui les intérêts de la mafia se resserrent sur le secteur des déchets. Là aussi, le retard que nous avons ici devrait nous bénéficier, puisque lorsque l'on voit ce qui s'est passé en Italie, ce qui se passe encore en Italie autour des déchets, à Naples, on pourrait anticiper justement la catastrophe. Et visiblement, on n'a pas l'impression d'anticiper on n'a pas l'impression d'anticiper quoi que ce soit d'ailleurs. Cela n'est possible qu'en l'absence de solutions publiques. Mais oui, mais on est obligé. Il n'y en a pas. On est obligé de se dire que l'inaction des pouvoirs publics se heurte à un pouvoir occulte dont on parle, à la mafia, pour la citer comme il faut, puisque visiblement, en tout cas, il y a des intérêts extrêmement puissants. Et pour être provocateur, heureusement qu'il y a des projets privés. Parce que si, par exemple, monsieur Lanfranc, qui à Viganil n'avait pas fait Viganil ou 2, où on mettrait les déchets aujourd'hui ? C'est un projet privé auquel se sont opposés les mêmes qui s'opposent aujourd'hui à Dioncagne. Mais qu'est-ce qu'on aurait fait s'il n'y avait pas eu ce projet ? C'est un peu étrange quand même. C'est d'un côté des projets qui sont portés, alors pas à chaque fois, on va mettre les gens en cause, mais par des intérêts occultes dans certains endroits, ou alors c'est rien. Mais c'est un comble de le dire.
C'est un comble de le dire. Ça, heureusement qu'il y a des intérêts politiques. Il faut poser la question politique. Peut-être un peu à l'État aussi, parce que le pouvoir régalien, il appartient toujours pour l'instant. Oui, mais les déchets, c'est pas une compétence de la région. Non, mais la lutte contre le banditisme, contre la masse, oui, mais l'absence de solution publique, on ne peut pas l'imputer à l'État. Et puis on ne peut pas dire forcément concernant la création de sites d'enfouissement. C'est la levée de l'hypothèque mafieuse que l'on peut lors de notre débat sur la législative dans la 2e circonscription de Haute-Corse, Lionel Mortil, maire de Belgodère et président de la communauté de communes de l'Île-aux-Roses, nous a dit qu'il y aura une proposition publique sur son territoire. Oui. Mais il faut aller la dernière fois qu'il a fait une proposition publique, il y a les engins de la communauté de communes de Balagne qui ont brûlé. Oui. C'est des coïncidences malheureuses. Ce qui est certain, c'est que les pouvoirs publics, la CDC, justement, alors on sait qu'elle travaille, notamment Multify, mais devrait faire des propositions, justement. Parce que malheureusement, les sites d'enfouissement, on ne va pas en finir sous peu. Parce qu'il il y a l'extension de Poney-les-Vieux-Mots, au moins. Voilà. Extension dans le temps et extension dans l'espace. Il faut au moins 2 sites en plus. Ces 2 sites-là, pour l'instant, on n'en entend pas parler. Et puis à un moment donné, moi, je veux bien et je comprends parfaitement, chacun peut le comprendre, que aucune commune ne veut de site d'enfouissement sur son territoire. Surtout mais quand on promet tant de tonnes à gérer, exactement. On arrive 10 ou 20 fois plus au bout d'un moment. C'est toujours pareil, c'est-à-dire le provisoire qui dure. Voilà. Mais à un moment donné, il faut trancher. Voilà. En plus, on revient toujours. En plus, il y a une forme d'injustice parce que les principaux bassins de production des déchets, ce sont les agglomérations, Bastia, Ajaccio. Et on met ça dans les villages. Mais là aussi, ça dans les villages. Bon. À proximité, là aussi, je comprends les gens. L'intérieur de notre manière. À proximité d'Ajaccio, la moindre des choses, ce serait de faire. Et de Bastia. Et de Bastia. Et de Bastia, c'est la même chose. Je comprends les gens de Poney-les-Vieux-Mots ou de Vigianet, loin. Bien sûr. Alors, puisque nous avons évoqué ce thème, je rappelle ce que vous avez déjà signé, la parution du nouveau livre de Jacques Folleroux, La Mafia Corse, une île sous influence, aux éditions Robert Laffont. C'est comme toujours avec Jacques Folleroux, un livre documenté, sérieux, avec une analyse précise du phénomène mafieux et de son emprise sur la société insulaire. Allez, on change de thème. Pour terminer, on parle des législatives. C'est la dernière ligne droite pour les candidats, une petite semaine pour convaincre, et d'abord convaincre les électeurs d'aller se rendre aux urnes, parce qu'on ne peut pas dire que l'électorat soit vraiment motivé, dit Laurent. Non. On se rend compte que, évidemment, les enjeux sur le terrain sont énormes, sont très importants. Les maires sont très mobilisés, sont très intéressés. Les élus, le microcosme politique, finalement. Et on se rend compte que, sur le terrain, le citoyen, l'électeur, est peu intéressé par. Comment vous l'expliquez? C'est l'offre politique Alors c'est un petit peu tout. Nous sommes dans une machine à laver électorale en Corse depuis déjà pas mal d'années. C'est la même chose au niveau national. Hein. Il y a eu en 2020 les municipales, ensuite en 2021 les territoriales, les départementales sur le continent, la présidentielle. Pour le coup, il y a eu l'installation de la collectivité. Il y a eu l'installation de la collectivité unique, ça a été bon. Voilà. Il y a trop d'élections. Il y a trop d'élections. Trop d'élections ces dernières années, oui. Effectivement. Trop d'élections, et puis pour le coup, là aussi, on ne voit trop d'élections et on ne voit rien venir. Donc, et une offre, et il faut bien le dire, une offre politique qui... Le quinquennat, qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour attirer les électeurs, vous qui êtes un spécialiste pour de la attirer les communication, électeurs notre spin doctor. Il y a un vrai souci aujourd'hui, c'est que les gens ne croient plus dans l'action politique. Donc qu'est-ce qu'il faudrait pour que les électeurs reviennent un peu voter, c'est qu'ils retrouvent de la confiance dans la classe politique. Et aujourd'hui, il n'y a plus du tout cette confiance. Aussi ils ont intégré que le politique ne peut pas changer leur vie. Et puis pourquoi il n'y a plus de confiance? C'est parce qu'il n'y a pas d'action politique forte qui change la vie. Il y a aussi ce problème de proximité. Avant, l'élu, il était assez proche quand il y avait les conseils généraux. Alors, je ne dis pas que les conseils généraux étaient une bonne chose, parce qu'on sait que c'était quand même le creuset du clientélisme et du clanisme. Mais il n'y a quand même plus cette proximité-là, non plus. Alors, ça dépend des élections. À part la mairie. Ben voilà, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que la municipale, il y a cette proximité. Et là, même au municipal, le taux de participation baisse sans cesse. Mais sur les législatives, en plus, il y a souvent une confusion. Parce qu'on vote pour un élu qui va représenter, qui va voter des lois à l'Assemblée nationale. Donc, qui n'a pas forcément, quand on écoute même les discours... Oui, mais c'est le représentant des circonscriptions. Oui, mais quand on entend certains discours qui sont très terrain, voilà, si je suis député, je vais faire ça en Corse, vous n'allez rien faire du tout, parce que c'est pas la fonction.
Et c'est pas l'élection qui est faite pour ça. Donc il y a déjà ça. Enfin, le député, au-delà du rôle de faire la loi, a un rôle de lobbying à Paris très important. Oui, mais ça impacte pas forcément aussi facilement que ça. On l'a vu avec les députés nationalistes qui se sont débrouillés pour appartenir à un groupe. Et effectivement, il y a un problème de représentation aussi. Il y a un problème de concrètement, on vote pour quoi? Voilà, je pense que les gens aussi, concernant notamment les législatives, se posent la question parce que effectivement, quand vous avez une classe politique qui a littéralement explosé, avec les structures politiques qui ont complètement explosé. Mais il y a aujourd'hui l'offre politique, c'est un problème. Il n'y a plus que trois blocs. Il y a l'extrême gauche, l'extrême droite, et au milieu, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Il y a la majorité, enfin, il y a un peu de tout. Mais c'est ça. Et puis appartenir à quel groupe, pour peser sur quel dossier, pour faire quoi? C'est ça aujourd'hui qu'on a du mal à expliquer. Moi, je trouve que le député maire, ça avait du sens à un moment donné, parce que justement, il y avait cette jonction. Et peut-être qu'on y reviendra là. Et que quand on pouvait être député et voter des lois, etc., mais quand même être baigné dans le quotidien des gens et du territoire. Ça, on l'a complètement cassé. Je suis pas sûr que ce soit une idée géniale. Alors, on est sûr d'une chose, en tout cas, lors de ces élections législatives en Corse, c'est qu'il y aura au moins un nouveau député. C'est la seule certitude. Ce sera Ajaccio, puisque le sortant a été promptement éjecté. Pour le reste, comment est-ce que vous voyez les choses, Patrick ? Pour le reste, on en a déjà parlé ici, dans les trois autres circonscriptions. Ce sont 3 députés sortants nationalistes, qui a priori ont toutes les chances de conserver leur siège, même si je ne lis pas dans le mar de café. On verra bien si on a des surprises. On disait ça des sortants la dernière fois. Oui, vous avez raison, notamment sur Porto-Vecchio, tu sais. Oui. Bah, surtout vous, Jean-Vitus. C'est vrai. Non, on verra bien le 12 juin. Alors, mais c'est quand même des élections intéressantes, hein, parce que dans les 2 circonscriptions, moi je pense à celle de Haute-Corse, la deuxième, et Ajaccio, on a des duels entre nationalistes qui mettent au grand jour leur division. Je pense que la rupture est consommée. Quand on entend Lionel Mortini parler de Jean-Félix Acquavive et parler de perpétuation du système clientéliste, claniste, allant jusqu'à parler de prévarication, quand on entend Jean-Paul Carolage douter du nationalisme de la majorité territoriale de Romain Colonne, voilà, on peut dire qu'aujourd'hui la rupture est actée. Et sur Ajaccio, est-ce que vous voyez un vrai suspense, dit Laurent ? Il y a 2 machines sur Ajaccio. Il y a la machine du maire d'Ajaccio et la machine de Gilles Simeoni. Le duel sera principalement là. Après, le maire d'Ajaccio sait faire campagne. Voilà, et il a une véritable envie de retrouver le Palais Bourbon. Envie de retrouver le Palais Bourbon ou prendre un peu de recul par rapport à la mairie et la CAPA? Les deux, mon général, les deux. Effectivement, ou non, il n'a plus envie d'être ici, il n'a plus envie d'être à Ajaccio, et il ambitionne justement le Palais Bourbon et sans doute et jouer un rôle au sein du groupe, enfin pas exactement, jouer Horizon, on parle de la présidence du groupe, et un rôle important auprès d'Édouard Philippe. Aujourd'hui, en prévision 2027. Aujourd'hui, il a une opportunité qui lui a été donnée par Édouard Philippe, à un moment donné, justement, avec Horizon. Il rentre dans ce nouveau parti, il y a quelque chose de nouveau, il a raison de se coller aussi à ça, parce que c'est vrai que, comme tu dis, maintenant la mairie d'Ajaccio, un mandat, 2 mandats, on fait vite le tour. Le deuxième mandat, non mais un spécialiste de la droite. Comment vous voyez un peu chacun ses spécialités. Chacun ses spécialités. Comment vous voyez les choses? Parce que là, une partie quand même de LR, cet électorat, vous pensez qu'il va se retrouver intégralement du côté de Laurent Marcangeli, en plus avec l'éviction de Jean-Jacques Ferrara, ou est-ce qu'il peut... Et puis le fait que Laurent Marcangeli j'ai rejoint Macron. Alors, il y a beaucoup de gens de droite qui ont rejoint Macron. Déjà. Après, ils vont aller où? Une partie. Ils vont aller où? Alors, ça ne va pas être un vase communicant, évidemment, mais c'est vrai que
logiquement, ils vont suivre les gens de droite, ils devraient suivre le candidat Laurent Marcangeli. On ne voit pas chez Mélenchon. Et au niveau national, ça se passe comme ça. Il n'y a pas d'alternative. L'extrême droite ou l'extrême gauche, ils n'ont plus d'espace. Mais tout dépend des secteurs. Hein. La droite traditionnelle de Porto Vecchio ne votera pas pour Valérie Brotti. Oui, mais la droite traditionnelle, rocazériste, je veux dire. Oui. Rocazériste. Elle s'abstiendra. Eh bien, Guy Laurent, c'est vous qui aurez eu le mot de la fin. Messieurs, merci à tous les trois pour votre fidélité tout au long de cette année. On se retrouvera désormais au mois de septembre, sans doute avec une formule qui sera un peu modifiée, ma sempre coi vostri commenti a studi di giornalisti che conoscono il vostro paese e che rivistava con più. Buonasera a tutti.